Bonjour Bonjour. à tous les auditeurs, bonjour à tous les auditeurs de Judaïque FM. Un événement très important, merci Lise, effectivement s'est déroulé avant-hier dimanche. Le président de l'Alliance israélite universelle s'est adressé à plus de 700 parents d'élèves, enseignants, chefs d'établissement du réseau de l'Alliance dans un souci de communication, de transparence et d'information. Notre émission spéciale aujourd'hui sera consacrée donc aux écoles de l'Alliance, à la reprise physique à partir du 11 mai des différentes écoles. Mais tout cela, dans quelles conditions? Quelles seront les classes concernées? Nous aborderons la situation également médicale, c'est-à-dire le protocole, les mesures sanitaires obligatoires. Et en dernier lieu, nous aborderons les aspects financiers, c'est-à-dire le financement des écoles et sur les mesures de solidarité envisagées dans cette période de crise. Alors, pour en parler avec nous, nous avons le plaisir de recevoir M. Marc Eisenberg, qui est président de l'Alliance israélite universelle. Monsieur Eisenberg, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes aussi, je le rappelle, président de l'organisation Kalita qui s'occupe des Olim en Israël. Alors, notre première question, Monsieur le Président, est-ce que pour nos auditeurs, vous pouvez en quelques mots nous rappeler la place et le rôle de l'Alliance israélite universelle, son actualité? Aujourd'hui, on sait que l'Alliance célèbre ses 160 ans d'existence. L'Alliance est la plus ancienne organisation internationale juive au monde. L'Alliance a de nombreuses activités en France, en Israël, mais également des écoles, encore au Maroc, en Suisse, au Canada. Donc l'Alliance est essentiellement un réseau d'écoles, mais c'est également des activités pour les adultes. En France, la formation pour adultes à travers l'Institut Emmanuel Levinas, le Beth Midrash, le SNEJ, qui forme, je dirais, l'élite des cadres communautaires de demain, et notre magnifique bibliothèque, qui est la bibliothèque juive la plus riche d'Europe. Mais l'Alliance, c'est surtout les écoles. En Israël, nous participons à l'éducation de 20 000 enfants à travers différents réseaux. Et en France, nous avons plusieurs écoles directement administrées par l'Alliance et des partenariats avec d'autres écoles. Les écoles directement administrées, c'est essentiellement 5 groupes scolaires qui représentent plus de 2000 élèves. Et nous avons notamment l'école, le lycée, collège d'Alliance Georges Leven, dans le 12e arrondissement. Nous avons le groupe scolaire Alliance Rachi, dans le 17e. Nous avons également l'école Gustave Leven du 16e arrondissement. Et nous avons également le groupe scolaire Alliance Pavillon-sous-Bois, dans le 93, qui a été élu en mars 2020, pour la seconde fois en quelques années, meilleur lycée de France. Donc, l'actualité. Les écoles aussi au Maroc, Monsieur le Président, au Maroc et en Israël. Bien sûr, je l'ai mentionné rapidement, les écoles au Maroc, en Israël, à Genève, nous avons un établissement à Nice, nous avons un établissement à Aix-en-Provence, des partenariats avec l'école juive moderne, etc. Donc, l'essentiel de l'action de l'Alliance se déroule dans l'éducation. Voilà l'actualité de l'Alliance. Alors évidemment, avec cette crise épouvantable du Covid, l'enseignement s'est fait par vidéoconférence, tout autre moyen technique depuis des mois, et nous avons fait des efforts très importants. Je voudrais rendre hommage à l'ensemble des équipes pédagogiques, aux directeurs, aux professeurs. Certains se sont investis de façon incroyable pendant cette crise pour assurer cette continuité pédagogique à travers des outils qu'ils connaissaient peu il y a quelques semaines, comme Zoom, comme l'utilisation de YouTube pour enregistrer des cours, plus tous les moyens plus traditionnels, plus des contacts téléphoniques avec un certain nombre d'enfants. Ça a été une très grande mobilisation pour le personnel de l'Alliance pour pouvoir continuer notre rôle éducatif, aussi bien dans les matières juives que dans les matières générales, et c'est évidemment essentiel. Alors, comment se présente le 11 mai prochain pour les écoles du réseau de l'Alliance israélite universelle? Alors ça, c'est une question la reprise très physique. importante. La reprise physique. Alors, il faut comprendre, ça a été l'objet de notre
intervention dimanche et la réponse que nous avons pu apporter aux dizaines de questions posées par les parents. Certains ne sont pas contents que l'Alliance rouvre les écoles et certains ne sont pas contents que l'Alliance envisage de ne pas rouvrir certaines classes. Donc il y a les deux attitudes parmi nos parents d'élèves. Alors, il faut rappeler quelques principes. Les écoles de l'Alliance sont des écoles sous contrat d'association avec l'État. Cela signifie que nous devons appliquer l'ensemble du programme d'enseignement général. Ça veut dire que les professeurs des matières d'enseignement général sont choisis par l'État. Ce n'est pas notre choix, nous sommes imposés par le rectorat et sont payés par le rectorat. Cela signifie que nous, de notre côté, nous devons payer les professeurs de matières juives, mais également tout l'encadrement des classes, c'est-à-dire le staff pédagogique, le directeur adjoint, le coordonnateur ou coordonnatrice pédagogique, mais également nous devons payer toutes les dépenses de sécurité, le personnel de sécurité, nous devons payer les surveillants, nous devons payer évidemment la cantine, etc., l'entretien du bâtiment, le coût de l'immobilier, la location de l'immeuble. Donc, voilà les charges très importantes qui restent à l'Alliance. Mais la règle, c'est ce contrat d'association nous oblige à respecter les lois édictées par le ministère de l'Éducation et par la République. Alors aujourd'hui, la situation est claire. Le gouvernement a décidé la réouverture des écoles à partir du 11 mai, comme d'ailleurs ont fait la plupart de tous les pays européens. Même dans les pays les plus atteints, il y a une réouverture progressive des classes et des écoles dans les prochaines semaines. Certains ont commencé déjà cette semaine, voire la semaine dernière. Alors, la règle, c'est réouverture progressive. Normalement, la règle, c'est réouverture à partir du 11 mai du primaire, maternelle et élémentaire, du 18 mai pour les collèges et du 1er juin pour les lycées. Donc, nous devons de répondre à cette demande d'ouverture et nous devons également appliquer les règles sanitaires qui sont imposées pour cette réouverture et qui sont extrêmement sévères pour pouvoir protéger nos enfants. Nous avons reçu un avant-projet des règles sanitaires jeudi dernier seulement, il a été publié dimanche, il comporte 62 pages et il est extrêmement drastique. Et évidemment, nous ne réouvrirons des classes que dans la mesure où nous pouvons respecter ces règles sanitaires. Alors, je vous donne quelques exemples. Il faut qu'il y ait des règles de distanciation pour que les élèves puissent se trouver à 2 mètres l'un de l'autre. Il faut évidemment qu'ils puissent se laver plusieurs fois par jour les mains, on leur fournisse le gel, les savons nécessaires. Il faut qu'ils ne rentrent pas tous à l'école en même temps. Il faut qu'à l'intérieur de l'école, les classes ne se croisent pas trop pour qu'il n'y ait pas une trop grande proximité. Il faut que le personnel enseignant utilise des masques. Les masques qui sont obligatoires à partir du collège. Il faut éviter que les enfants utilisent de manière commune des jouets ou des livres. Donc, on ferme les bibliothèques pour qu'il n'y ait pas un livre qui puisse être contaminé par un enfant et passer à un autre. Donc, toutes ces règles sont extrêmement importantes. Et donc, nous avons décidé de limiter le nombre d'élèves à 10 par classe. La mesure générale, c'est 15. Donc, chez nous, il n'y aura pas plus de 10 élèves par classe. Si par extraordinaire, dans une classe, il y avait plus que 10 candidatures, à ce moment-là, en respectant les règles du ministère, nous prendrions les élèves prioritaires, c'est-à-dire les élèves des personnels soignants et du monde médical, des personnels des transports, mais également les familles monoparentales ou les familles dont les 2 parents doivent absolument aller travailler en se déplaçant physiquement. Donc, il n'y aura jamais plus que 10 élèves et nous aurons des classes suffisamment grandes pour que les enfants puissent être correctement séparés les uns des autres. Nous allons prendre toutes les précautions. Avec les jours de pré-rentrée, il n'y aura pas d'enfant de l'Alliance qui sera scolarisé avant le 13 ou 14 mai
pour les cours élémentaires. Est-ce qu'il Pour faut les souligner lycées, que les enseignements virtuels se poursuivront également parallèlement? bien sûr, il n'est pas question de faire un enseignement à double vitesse et nous voulons absolument que tous les enfants soient au même niveau et nous ferons tous les efforts pour continuer cette continuité pédagogique. Alors évidemment rendu plus difficile parce qu'on ne peut pas non plus demander aux professeurs de doubler leur travail, donc on est en train de réfléchir comment on peut leur faire donner des cours, par exemple, s'ils l'acceptent, qui seraient en Zoom à la fois dans la classe et à la fois à la maison à distance. On réfléchit à toutes ces solutions, on y travaille tous les jours avec les directeurs, les directrices d'école et avec le personnel enseignant qui, encore Ce une point, fois, Monsieur le a Président, énormément de travail aujourd'hui, qui a énormément de travail aujourd'hui. Donc, on va assurer cette continuité pédagogique parce qu'un certain nombre de parents, pour d'excellentes raisons, ne veulent pas ou ne peuvent pas ramener leurs enfants à l'école. Alors, je disais donc, élémentaire le 18 mai. Nous n'ouvrirons pas la semaine prochaine les maternelles parce que le contexte sanitaire et pédagogique est encore plus compliqué. Au plus tôt la semaine d'après. Les lycées, les collèges qui devraient ouvrir le 18 mai, étant donné qu'il est fort probable que lorsque la carte sanitaire de l'ensemble de la France sera arrêtée jeudi prochain, le 7 mai, il est fort probable que les collèges de l'Île-de-France soient encore en zone rouge. Cela signifiera que tous les collèges de la zone rouge ne rouvriront pas le 18 mai, et donc ceux de l'Alliance non plus, mais vraisemblablement vers le début juin. Les lycées, la même chose, à partir du moment où ils seront en zone rouge, les lycées ne rouvriront pas le 1er juin en Île-de-France, mais le 15 juin, et peut-être même seulement en septembre. Vous comprenez que chaque jour nous apporte son lot d'informations nouvelles auxquelles nous devons nous adapter. Donc la vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément celle de demain. Ce qui est sûr, c'est que nous voulons respecter les lois de la République. Nous avons l'obligation de tout mettre en œuvre pour pouvoir rouvrir une école. Nous avons la possibilité éventuellement de dire que nous ne sommes pas capables de rouvrir telle école, et dans ce cas-là, nous devons démontrer à l'éducation nationale que nous ne sommes pas capables de respecter, par exemple que les classes sont trop petites pour accueillir les élèves, ce qui n'est pas le cas à l'Alliance, surtout lorsque nous pouvons profiter des places libérées, par exemple, par le lycée ou les collèges qui ne sont pas encore là, donc il y aura la place. Nous devons donc le démontrer, et le préfet a toujours la possibilité de trancher, de réquisitionner l'école et de décider que l'école doit réouvrir. Donc ça n'est pas de notre sort. Par contre, c'est sur la base du volontariat des parents d'envoyer ou non leurs enfants à l'école, et pour ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas les renvoyer, nous ferons tout pour leur donner la continuité pédagogique qui est nécessaire. Pour ceux qui peuvent venir, nous, en respectant encore une fois toutes ces règles sanitaires, nous mettons tout en œuvre pour que cette réouverture se passe dans les conditions les plus sécures possibles, mais pour voir ce qui se passe dans différents pays, même en Israël, où les cours ont repris dans certaines classes le dimanche. Sachez que même dans les petites classes, les enfants de 6, 7, 8 ans, on se donne les moyens de l'explication, et quand on a mis en place les mesures nécessaires, les enfants comprennent très bien les règles sanitaires qu'ils doivent observer, et les enfants sont très heureux de revenir à l'école. Certains parents nous disent, mais pourquoi faut-il revenir à l'école pour quelques petites semaines? Alors, encore une fois, ce n'est pas notre décision, mais les raisons invoquées sont sérieuses. Il y a des élèves décrocheurs qui ont du mal à la maison à se concentrer, à suivre les Zooms, et qui ont arrêté de suivre cette continuité pédagogique dont nous parlons. Il est important qu'ils se remettent à niveau. De manière générale, l'école, pour l'enfant, lui offre un cadre, ça le structure. Et donc, une grande différence entre j'ai été absent pendant 2 mois, mais je reprends cette structure, même partiellement au mois de mai ou au mois de juin, pour me préparer à la grande rentrée de septembre. Du fait d'être absent totalement de l'école pendant 6 mois, ce qui pose problème, et ça pose également problème de rester pour les enfants à la maison une période aussi longue. Et d'autre part, l'aspect économique n'est pas un aspect négligeable ni un aspect mineur. À partir du moment où les règles sanitaires sont respectées et les risques sont totalement minimisés,
il est clair que la réouverture de l'économie est quelque chose de très important pour nous et pour l'ensemble du commerce dans le monde, pour éviter également que certains pays pauvres ne soient pas approvisionnés en céréales parce qu'il y aurait une désorganisation de la logistique chez nous, ce qui entraînerait une multiplication des morts de la faim dans le monde qui se chiffrerait par centaines de milliers ou millions de victimes. Donc l'aspect économique, que ce soit à notre échelle, les parents qui ont besoin d'avoir des revenus, qui doivent aller travailler, ou à l'échelle mondiale, c'est aussi une considération à prendre en compte. Et donc, c'est la raison pour laquelle les autorités ont décidé cette ouverture. Nous appliquons la loi. Alors, Monsieur le Président, je voudrais juste rappeler que l'organisation Lamorim et vous-même avez annoncé pour les parents qui n'étaient pas équipés techniquement, qu'il y aurait des ordinateurs qui seraient fournis à certaines familles sous condition, de manière à permettre à tout le monde d'être sur un pied d'égalité. Absolument. Nous avons trouvé des partenaires généreux qui vont nous fournir plusieurs dizaines, voire centaines de tablettes ou d'ordinateurs recyclés d'occasion. Donc pour les familles qui manquent de ce matériel et qui n'auraient pas les moyens dans cette situation économique très difficile d'aller acheter des tablettes, on leur a demandé de se signaler auprès des directeurs et des directrices d'école afin que nous puissions, dans les jours qui viennent, leur fournir ces tablettes et ces ordinateurs pour que leurs enfants puissent plus facilement, s'ils restent à la maison, continuer à suivre ces cours. Alors, vous avez abordé les problèmes, la réflexion médicale et les problèmes sanitaires. Je vous propose, Monsieur le Président, d'écouter un extrait de l'intervention du docteur Jos Rien, qui est correspondant médical à I24 et à Studio Calita. Jos Rien, bonjour. Je vais essayer d'être le plus simple possible et en même temps d'être le plus complet. Je voudrais d'abord apporter un message d'espoir. 98% des patients atteints du Covid-19 guériront sans séquelles. D'autres informations, la moyenne d'âge des patients testés positifs est de plus de 68 ans. Le nombre d'enfants testés positifs est extrêmement faible. 1% des personnes contaminées sont des enfants ou des adolescents de moins de 15 ans. Et plus de 80% des contaminés ne déclarent pas de symptômes. Ce que je vous donne, ce sont des chiffres extrêmement et les décès, Joe, les décès, Joe, chez les enfants. Extrêmement faible, ça ne rentre même pas d'ailleurs dans la comptabilité. Pour vous donner un autre exemple, le taux d'hospitalisation pour le Covid-19 est pour les enfants de 10 à 19 ans de 0,04%. Celui des personnes de plus de 80 ans est de plus de 20%. Le taux de mortalité, c'est une question importante, pour les patients de 0 à 9 ans est de 0,0016%. Et il est de 8 à 10% pour les personnes de plus de 80 ans. Ce qui veut dire que c'est une pathologie qui touche très très peu les enfants et les affecte extrêmement. Ceci est une nouvelle importante et il faut bien s'en pénétrer, et heureusement d'ailleurs. Par contre, les personnes plus âgées et les personnes atteintes de comorbidité, elles, vont être beaucoup plus sensibles au Covid-19, d'où la létalité importante et d'où les problèmes que l'on a dans les services de réanimation. Ça, c'est des informations importantes, ce sont des chiffres importants qui permettent comme ça de savoir exactement où nous en sommes afin de ne pas se laisser contaminer par le nombre d'informations complètement erronées qui circulent un peu partout. Donc, c'était ce que je voulais vous dire en préambule. La deuxième question qui est importante, et nous en avions parlé, c'est cette question qui aujourd'hui impacte tout le monde, c'est cette maladie de Kawasaki. Alors, la maladie de Kawasaki, qui est une maladie aujourd'hui dont tout le monde parle, est une maladie qui, d'abord, je voudrais vous dire que c'est comme souvent, face à ce type d'alerte médicale relevée et relayée par les médias, il faut prendre un peu de recul et ne se référer qu'à des avis et des sources médicales sérieuses, informées et renseignées. Et surtout, ne pas céder à une panique générale qui s'est installée. La maladie de Kawasaki, c'est une maladie pédiatrique connue depuis longtemps et qui est une maladie rare. En fait, c'est une vascularite et c'est une maladie auto-inflammatoire qui va toucher des petits vaisseaux. Elle va se manifester par une température prolongée pendant plus de 5 jours et ensuite avec des signes d'inflammation
sur la peau, les yeux, la langue qui devient rouge, vernissée, sur le muscle cardiaque et d'autres organes. Cette maladie est bien connue, je le disais, depuis 1967. Elle a été trouvée par le professeur Kawasaki au Japon. Et ça fait donc plusieurs dizaines d'années que les pédiatres la connaissent. C'est une maladie qui guérit vite, bien, avec un traitement bien codifié. Le mécanisme suggéré d'apparition serait lié à une infection virale qui va entraîner une dérégulation du système immunitaire. Mais je répète, c'est une maladie rare et je voudrais vous donner un chiffre à cet égard. 1,7 enfants pour 10 000 patients. Donc vous voyez comme c'est vraiment peu important. Enfin, je voudrais vous dire ce qui s'est passé en France et en Europe. Il y a eu 20 nouveaux cas qui se sont présentés ces derniers temps, et ces 20 nouveaux cas sur toute la France. Par exemple, pour information, l'hôpital Necker en reçoit un par mois habituellement. Donc, c'est vraiment très très peu par rapport à la fréquence habituelle. Et pour information, une bonne information, tous les enfants ont été guéris de cette infection. Ça, c'était un point important sur le coronavirus. Donc, si j'ai bien compris, Oui. Si j'ai bien compris, c'est une maladie dont la fréquence est de l'ordre, vous avez dit, moins de 1 pour 10 000, si même ça a augmenté maintenant, c'est 1 pour 1000, et dont les chances de guérison sont très fortes. Sont totales. Actuellement, tous les enfants qui ont été touchés par le Kawasaki, en tout cas, sur les 20 derniers cas en France, ont été guéris. Est-ce que c'est sûr que c'est lié au Covid? Alors oui, on a eu une hésitation pendant plusieurs jours. Nous avons beaucoup réfléchi, enfin, on a beaucoup d'informations là-dessus. Aujourd'hui, il semblerait que ce soit lié au Covid. Je vous rappelle, pour mémoire, que cette maladie, le Kawasaki, est une vascularite qui apparaît souvent dans un contexte infectieux. Et donc, on le voit après des grippes, parfois après des rhumes, on le voit aussi, on la voit apparaître. Et donc, là, le Covid étant un virus, une maladie infectieuse, on est quasiment certain que cela provient donc provient du Covid. Mais encore une fois, tous les enfants qui ont été atteints par cette maladie Kawasaki pendant cette période sont guéris aujourd'hui et vraiment avec un traitement qui est simple. Hein, ce sont des injections d'immunoglobuline et des perfusions d'aspirine. Il n'y a absolument aucun problème et les complications sont rarissimes. Ça, c'était important de le dire parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations qui tournent autour de cette maladie de Kawasaki. Enfin, je voudrais, si vous me permettez, terminer sur ce troisième point qui est important et m'appuyer pour cela sur des recommandations précises des sociétés françaises de pédiatrie qui préconisent la remise en collectivité des enfants avec très peu de risques en termes de santé pour eux. Alors pourquoi? C'est important, il y a 3 points. Premièrement, il y a très peu, comme je vous l'ai dit précédemment, de formes sévères de Covid chez l'enfant. Ça, c'est la première des raisons. La deuxième raison, c'est que la mortalité est extrêmement faible par rapport à la grippe, par exemple. Et puis, troisièmement, malgré l'alerte qui a été récente sur la maladie de Kawasaki, le nombre total de cas de maladies auto-inflammatoires est si faible que cela n'incite pas du tout à remettre en cause la décision de reprise d'école. Et ce, d'autant plus que tous les cas en question que nous avons évoqués ont une évolution favorable. Le seul petit bémol que je mettrai, si des enfants qui ont des problèmes de cardiopathie congénitale ou d'immunodépression, ces enfants, je conseillerais aux parents de patienter encore avant leur reprise. Encore une minute, 20. Bien sûr, lors de la reprise, être attentif aux gestes barrières et ainsi qu'à toutes les précautions que nous préconisons maintenant depuis le début. Mais je fais confiance et au profond sens de la responsabilité de l'Alliance et des différents personnels de l'Alliance pour mettre en place toutes ces mesures. Et je suis sûr qu'il y aura une bonne reprise sans problème. Jo, est-ce qu'à l'inverse, il y a des risques pour les enfants de ne pas aller à l'école pendant plusieurs mois ou de confinement long? Oui, et je voudrais bien vous en parler. Si vous me donnez encore quelques petites secondes, je voudrais bien vous en parler et vous dire que, à mon sens, écoutez, pour un enfant simple, il ne paraît pas déraisonnable de les poursuivre un confinement indéterminé à l'origine d'une désorientation, d'une désocialisation, d'une exposition accrue aux écrans négatifs sur la santé mentale de ces enfants, sur leur concentration, sur leur humeur, sur leur sommeil, sur leur forme physique. Il y a donc à ce jour plus de risques pédiatriques pour leur santé globale à poursuivre un confinement et une désocialisation
que de les remettre en collectivité. Merci au docteur Josriel, merci beaucoup de cette intervention très importante pour les parents et pour les enseignants. Alors, Monsieur le Président, Rafi, est-ce que je peux ajouter 2 mots sur cet oui. aspect médical? Oui. Évidemment, je ne suis pas médecin et tout le monde comprend que tous les jours, nous avons de nouvelles informations, des compréhensions différentes de ce virus qui est évidemment nouveau. Et on doit être extrêmement humble et n'avoir aucune certitude. Tout ça évolue très vite. Sur ce qu'a dit Josriel, je voulais simplement signaler à nos auditeurs que dans le Figaro d'aujourd'hui, on traite de la question de la maladie de Kawasaki et il est écrit que les enfants, certains enfants dont ont été admis en réanimation, tous ont évolué favorablement en 3 à 4 jours et que c'est une alerte, qu'il faut la suivre, mais que les médecins estiment, je cite, que le risque reste extrêmement faible. Pour les autres aspects, on a des contradictions dans les études qui sont faites. Certains nous disent que les enfants ne contaminent pratiquement pas les adultes. D'autres disent ici ils peuvent contaminer les adultes, mais ce qu'on constate dans les résultats épidémiologiques, c'est que dans les faits, il y a très peu de contamination. Bon. Maintenant, encore une fois, on est tous on suit tous ces nouvelles sanitaires, et si, dans un sens ou dans un autre, les nouvelles de santé devaient être différentes, on adapterait notre réception des enfants, voire on fermerait les écoles. S'il y a un enfant qui est malade dans une école, évidemment, il rentrera chez lui, mais nous désinfecterons toute l'école et vraisemblablement, l'école sera fermée pendant quelques heures pour vérifier qu'il n'y a pas de danger. Et je voulais revenir encore une petite seconde avant d'aborder d'autres questions, Rafi, sur les règles sanitaires, parce que je vois les questions qui nous ont été posées, les règles sanitaires qui vont effectivement être appliquées dans les écoles. Nous allons fournir des masques pour le personnel soignant, je l'ai dit, pour les collégiens et les lycéens, du gel. Nous avons prévu la désinfection permanente de l'école, c'est-à-dire qu'il y aura dans chaque école une ou plusieurs personnes du service de nettoyage qui seront présentes toute la journée pour faire ces désinfections. Nous envisageons de demander aux parents une attestation chaque matin que l'enfant est en bonne santé, il n'y a pas de problème, pour qu'on l'accepte à l'école. Nous envisageons également de prendre la température à l'entrée de l'école. Nous sommes en relation avec une association de médecins juifs qui se propose de mettre des médecins référents dans chaque école qui pourraient se déplacer peut-être presque tous les jours pour voir si tous les problèmes sanitaires sont bien réglés. Donc vous voyez vraiment, on va essayer au niveau de ces règles sanitaires d'être très prudent. Cette liste n'est pas exhaustive, d'appliquer tous les règlements qui sont demandés. La santé de nos enfants est primordiale, mais il faut éviter de tomber dans un piège. Le piège, c'est d'être trop confiant, parce que les statistiques montrent qu'aujourd'hui, les enfants sont très peu malades. Oui, mais un enfant, éventuellement, dans le pire des cas, pourrait contaminer sa famille. Donc, il faut être à la fois prudent, sans tomber non plus dans l'hystérie et sans penser qu'il puisse y avoir un risque zéro. Le risque zéro n'existe pas. On doit prendre les précautions nécessaires, mais le risque zéro n'existe pas de la même façon qu'il existe un risque qu'il y ait un accident domestique à la maison, un accident sur le trajet à l'école. Ce sont des risques qui ont toujours existé. On va devoir s'habituer les prochains mois à vivre avec des risques qui existent. Il faut simplement les minimiser et voir en fonction des statistiques si le risque peut être couru de prendre telle attitude ou telle autre. Merci Marc Eisenberg. Alors le dernier point qu'on souhaiterait traiter avec vous, plusieurs familles se sont adressées à l'Alliance israélite universelle et ont formulé des demandes financières. Concrètement, quelles seront les mesures que l'Alliance israélite entend prendre? Quels gestes? Êtes-vous en mesure aujourd'hui d'apporter des réponses conscientes des difficultés financières très importantes
que traverse et que va traverser l'institution. À partir du moment où les parents demandent un geste à l'Alliance, ce que je comprends parfaitement, qui est légitime, puisque un certain nombre d'entre eux sont dans une vraie difficulté économique et financière, n'ont pas eu je ne parle pas, les salariés ont eu une baisse de leurs revenus. Quand ils sont au chômage partiel, c'est une petite baisse qui, pour certaines bourses, est déjà difficile à supporter. Mais les indépendants qui n'ont pas pu travailler ont parfois vu des charges s'accumuler sans aucun revenu. Donc, il y a des situations très compliquées et leur demande est tout à fait légitime. Et puisqu'ils demandent un geste à l'Alliance, il faut aussi qu'ils entendent quelle est la situation financière générale de l'Alliance et dans quelle mesure le Covid-19 a impacté ou va impacter nos comptes. Alors, la situation financière de l'Alliance, je vais la faire rapidement. L'Alliance, je vous l'ai dit, son activité principale, pas unique, c'est le réseau d'écoles. À quoi à quoi sont consacrées les ressources de l'Alliance? Les ressources de l'Alliance proviennent de dons que nous devons trouver chaque année pour financer nos différentes activités. Et chaque année, nous devons trouver plusieurs millions d'euros de la part de nos donateurs, ce qui est de plus en plus difficile, très compliqué, qui m'empêche, en tant que président, souvent de dormir la nuit. Comment va-t-on trouver cet argent, puisque ce qui a été donné hier ne sera pas forcément donné demain. Et l'Alliance consacre une partie très importante de ses ressources pour les écoles, des ressources qu'elle lève chaque année pour les écoles. Nous octroyons 1 200 000 € de bourses à nos élèves les plus défavorisés, c'est-à-dire qu'à l'Alliance, en France, un élève sur 3 reçoit une bourse sociale. Un élève sur 3. Et donc, le montant des écolages des parents est très loin de couvrir l'ensemble de la dépense scolaire. Alors, vous savez, l'État paye une partie de ces dépenses, notamment parce qu'il paye les professeurs d'enseignement général, et le reste, c'est l'Alliance qui doit trouver cet argent. Et pour vous donner un exemple sur le budget de cette année, les parents contribuent à 7 200 000 € par leur écolage, frais pour la cantine et le transport, et nous devons trouver, Alliance, 3 300 000 €. Dit de façon différente, aucun parent de l'Alliance ne paye le vrai coût de la scolarité. Ceux qui payent l'entier écolage, et nous les remercions, et c'est déjà un effort très important, ne payent pas le coût global de la scolarité parce que le coût réel de la scolarité est de l'ordre de 5 000 € par an et par élève. 5 000 €. Je veux dire pourquoi un coût aussi élevé? Parce que l'Alliance, comme d'ailleurs l'ensemble des écoles juives françaises, doit payer les professeurs de matières juives, l'encadrement pédagogique, je l'ai dit tout à l'heure, directeur, directrice, les surveillants dans la cour, les frais de cantine, les frais de scolarité, l'entretien des bâtiments. Cet entretien est très lourd, notamment avec des nouvelles mesures qui sont passées en force de loi, comme toutes les modifications qu'il faut faire pour accueillir des handicapés. Donc, c'est des dépenses extrêmement lourdes à la charge des écoles. Les loyers des locaux qui ont évidemment augmenté ces dernières années. Donc tout ça représente des sommes considérables. Et ces 5 000 € peuvent paraître énormes. Je signale simplement, par exemple, aux États-Unis, où les écoles ne sont pas comme en France, des organismes à but non lucratif qui, dans la quasi-totalité des cas, perdent de l'argent, mais sont des entreprises, j'allais dire, qui font du business. La moindre scolarité coûte au minimum 15 000 $, 13 500 €, et c'est plutôt de l'ordre, en général, de 18 000 ou 20 000 € par an et par élève. Alors, même si on enlève la part qui en France est payée par l'État, ça veut dire qu'aux États-Unis, les parents, pour la partie religieuse et le fonctionnement de l'école, payent 2 fois ce qu'on paye en France. Donc en France, on ne peut pas
vous demandez des sommes aussi importantes, on ne peut pas demander aux parents des sommes aussi importantes. C'est la raison pour laquelle l'Alliance fait cet effort de recherche financière auprès des parents, et c'est la raison pour laquelle notre budget est en déficit. Et cette année, pour la 3e année de suite, notre budget est en déficit. Notre budget est en déficit de 1 300 000 euros, ça malheureusement c'est prévu. Malheureusement, le déficit sera sans doute beaucoup plus important. Pourquoi? D'une part, parce que un de nos très importants donateurs, Simon Azoulay, à travers sa société Alten, qui nous a permis de faire vivre l'Alliance ces dernières années, sa société, il a eu la générosité de nous confier des actions de sa société pour que nous touchions à sa place des dividendes. Et ces dividendes, cette année, ne sont pas distribués comme dans beaucoup d'entreprises importantes. Il n'y a pas de distribution de dividendes. Ça représente un manque à gagner pour l'Alliance de plus d'1 million d'euros. D'autre part, nous avons fait un gala le 10 février, qui était un gala dans les magnifiques locaux de la mairie de Paris, très réussi pour les gens qui ont participé au gala en termes de qualité des intervenants. Le sujet était l'écologie. Je crois, Rafi, que vous avez jugé que c'était vous-même un gala avec un très bon niveau d'intervenants et de participants, n'est-ce pas? Oui, très bien. C'était un merveilleux gala qui a permis de réunir différentes personnalités du monde culturel, universitaire et politique, et avec un repas très spécial, parce que c'était l'occasion de Tohu Shvat. Voilà, c'était dans les merveilleux salons d'Hôtel de Ville. Bon, donc c'était très beau. Par contre, au niveau financier, ça a été un échec total. L'Alliance ne fait pas un gala chaque année, mais là, il s'agissait de fêter les 160 ans de l'Alliance. Il y a 3 et 4 ans, nous avions fait des galas pour lever de l'argent pour les écoles, où nous avions réussi systématiquement à lever plus d'1,5 million d'euros, et parfois beaucoup plus. Cette année, nous n'avons pas récolté 100 000 euros. Nous avions prévu également d'organiser des galas dans chaque école, pour que les gens proches de l'école puissent donner, aider pour cette éducation juive que nous voulons riche. Et malheureusement, ces gars-là, pour cause de Covid-19, il est probable qu'ils ne puissent pas se tenir cette année. Donc, tout ça font des recettes en moins. J'en profite pour dire un mot que l'Alliance essaye de faire des programmes pédagogiques innovants constamment. C'est-à-dire qu'en dehors des matières juives, en dehors du programme général, nous essayons de faire des sorties avec les enfants dans des musées, dans des lieux importants de Paris qui se doivent d'être visités. Nous essayons de faire des activités autour de grands thèmes du judaïsme. On fait venir également des survivants de la Shoah pour que nos enfants entendent, tant qu'il est encore temps, ces témoignages ô combien émouvants. Nous faisons un effort également de recherche pédagogique pour mieux enseigner à nos enfants. On n'enseigne pas de la même façon en 2020 qu'on enseignait en 2010, en 2000 ou en 1970. Il faut s'adapter à ces outils technologiques. Donc l'Alliance fait également des investissements très importants pour l'enseignement de demain. Et tout ça explique que l'Alliance j'en ai pas une organisation riche comme certains le croient. L'Alliance a vécu pendant très longtemps grâce aux legs. Pourquoi? Parce que l'Alliance a tenu un tel rôle auprès des Juifs d'Afrique du Nord et a permis objectivement de sortir des centaines de milliers de Juifs du Mela et de la misère, en apportant l'éducation française. Ces familles en ont été reconnaissantes toute leur vie, et leurs enfants également à l'Alliance. Ce n'était pas simplement qu'un réseau scolaire, une organisation qui leur a donné une chance dans la vie d'avoir un métier, de pouvoir bouger, et qui a changé leurs conditions du tout au tout. Ces gens-là, notamment, manifestaient leur reconnaissance par des legs. Ces legs, aujourd'hui, n'arrivent plus à l'Alliance. Nous avions l'espoir, il y a quelques années, quand j'ai démarré mon présidence, de recevoir un leg très important de Georges Leven, de Gustave Leven, le fondateur de Perrier. Il devait se
chiffré à plusieurs dizaines de millions d'euros. Ce legs n'a été que d'un montant de 3 millions d'euros et nous n'avons pas encore tout touché. Donc voilà pour vous dire la raison pour laquelle l'Alliance ne va pas mettre la clé sous la porte, ne vous inquiétez pas, ni cette année ni l'année prochaine, mais l'Alliance ne peut pas faire n'importe quoi et je n'ai pas le droit, pour un organisme qui est reconnu d'utilité publique, de laisser filer les déficits. C'est la raison pour laquelle, pour les gestes demandés par les parents, ma première réponse, c'est l'Alliance elle-même ne peut pas faire de gestes parce qu'elle n'a pas les budgets pour. Alors on m'a dit, est-ce que l'Alliance n'a pas fait des économies grâce à cause de ces fermetures obligatoires de Covid-19 et donc, si elle a fait des économies, elle a les moyens de nous faire des ristournes sur les frais d'écolage. La réalité, c'est que dans notre réseau, nous avons décidé de mettre tous les moyens pour ce suivi pédagogique et presque tous les salariés de l'Alliance sont restés travailler. Nous avons mis extrêmement peu de personnel en chômage partiel payé par l'État et nous attendons de l'État environ 60 ou 80 000 euros maximum de remboursement de chômage partiel. Étant précisé par ailleurs que lors de ce chômage partiel, nous continuons à verser 100% des salaires au personnel de l'Alliance. C'est une mesure de justice sociale qui me paraît tout à fait évidente. Donc, les économies faites par l'Alliance, quelques milliers d'euros d'électricité, de nettoyage, de chauffage et ces chômages partiels sont faibles et seront totalement redistribués à l'ensemble des familles. Mais je comprends bien que ça ne suffit pas en raison de la détresse économique que nous avons évoquée. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de créer un fonds de solidarité des bourses qui va, j'espère, réunir 400 000 euros. J'ai décidé que ma fondation Arivim y consacrerait 200 000 euros et je vais chercher maintenant les parents et des donateurs extérieurs qui pourront compléter ces fonds pour que nous puissions aider les familles en grande et en très grande difficulté financière. Chaque réseau a eu sa politique et chaque réseau a sa logique et des conditions particulières qui lui ont fait prendre les meilleures décisions dans des conditions difficiles pour tout le monde. Moi, j'ai considéré à l'Alliance que la justice ne consiste pas à faire des ristournes pour tout le monde. Parce que ristournes pour tout le monde, c'est du saupoudrage qui n'aide pas vraiment toutes les familles. Si vous avez 60 euros de remboursement sur les frais de scolarité, ça ne change pas pour tout le monde forcément votre vie, alors que pour d'autres, il en faudrait, mais beaucoup plus. Et donc la justice, c'est individualiser les mesures qui sont prises. C'est beaucoup plus compliqué, hein. C'est très facile de prendre une mesure générique, générale, de dire on va réduire les scolarités de tout le monde. Individualiser, c'est beaucoup de travail, mais c'est plus juste. Je précise également que contrairement à ce que pensent certains parents, toutes les écoles n'ont pas décidé de réduire les scolarités de 20 ou 30%. C'est le cas de certains réseaux, parce qu'ils ont dû se mettre en chômage partiel et justifier ensuite d'économie, mais tout le monde n'est pas à moins 30%. À l'école Maïmonide, ils ont fait une mesure générale de 10%. À l'école Lucien de Liège, par exemple, il n'y a pas de mesure de réduction des écolages du tout. Bon, mais encore une fois, chacun a pris les décisions qu'il devait prendre. Lucien de Liège va aider sous forme de bourse les quelques familles qui ont fait des demandes. Pardon, Marc Eisenberg, il nous reste 2 ou 3 minutes peut-être pour conclure. Très bien. Alors, donc, les familles, chez nous notamment, à Pavillon-sous-Bois, à Rachy, ont des difficultés sociales plus importantes. Et donc, ce que nous avons décidé, c'est des bourses supplémentaires dans ce fonds de solidarité dont je viens de vous parler. Ces bourses supplémentaires qui pourront représenter 35% de diminution des écolages pour le dernier trimestre de cette année et dans les cas les plus difficiles, 65% de réduction. Autrement dit, nous allons dans les jours qui viennent traiter ces dossiers. Évidemment, nous remboursons tous les frais de cantine et de transport. Dans quelques jours, pour les frais du mois de mars, avril
du mois de mars et du mois d'avril. Au mois de juin, pour les frais qui restent, nous diminuons les prélèvements des familles et nous instruisons ces bourses pour que, dès le prélèvement du mois de juin, nous puissions réduire l'effort financier des parents à ce qu'ils peuvent réellement faire avec ces diminutions de 35 et 65%. J'espère que j'ai été suffisamment clair et nous allons envoyer un courrier aux parents pour résumer l'ensemble de ces dispositions qui sont, encore une fois, dans un cadre où les institutions juives n'ont pas beaucoup d'argent, sont sollicitées de tous les côtés par les parents pour des mesures d'aide sociale. Donc c'est difficile de trouver de l'argent. Je pense que les amis de l'Alliance sont et vont continuer à être extrêmement généreux pour aider l'ensemble de nos parents à recevoir la meilleure éducation juive. Monsieur le Président Marc Eisenberg, président de l'Alliance israélite universelle, merci de cette intervention très longue, mais très intéressante et très utile pour les auditeurs et pour les parents. Merci à vous et à très bientôt pour une nouvelle émission sur l'Alliance israélite universelle.